À la une de l'actualité, les attentes et les préoccupations des habitants des zones non lotées en cette période électorale. Eau potable, logement décent, emploi, route, les attentes sont nombreuses. Vous les entendrez dans quelques instants. Et puis, les étalons du Burkina Faso sont près du but de la qualification à la CAN 2022. Hier, au stade du 4 août, l'équipe burkinabé a pris le dessus sur le Malawi au match comptant pour la 3e journée dans le groupe 3. Voilà pour les grandes lignes de ce 13h. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Sans plus tarder, allons prendre la température de la campagne électorale juste après ce jingle. Les jours passent et se ressemblent pour les candidats au double scrutin de novembre 2020. Les meetings et les rassemblements se multiplient dans les 4 coins du Burkina Faso. À Manga, où l'UPC est allé présenter son plan de gouvernance aux populations, Zéphirin Diabré est revenu sur son projet de construction d'un tunnel pour apporter la mer au Burkina Faso. Ce projet qui a suscité tant de moqueries et de railleries sur les réseaux sociaux est bel et bien réalisable. Pour une concrétisation donc, le candidat du Parti du Lion demande de voter pour lui le 22 novembre prochain. On en sait davantage avec Rémi Lambert-Nébi. Une entrée remarquable de Zéphirin Diabré dans la capitale du Centre-Sud. Après une pieuse pensée à la défunte députée de la localité Rose-Marie Comporé-Konditamdi, il adresse pour la première fois depuis le début de la campagne électorale une réplique à l'un de ses principaux challengers. Un candidat, quand il se lève le matin, on dirait que lui, il cherche à savoir ce que Zéphirin Diabré a dit avant de parler. Je vais lui demander, lui, il n'a pas de programme ou quoi? Il n'a qu'à nous dire ce que lui veut faire. Et il ne pas supprimer ce que moi je dis. C'est ça, non? Les femmes m'accordaient là. Quand j'ai décidé de ressusciter un vieux projet que le président Lamizana avait se reporté et qui date de la colonisation, qui consiste à rénover les cours d'eau dans le Burkina. Nous, Nassino et Nakambe, en construisant aussi des canaux. De l'eau, ça c'est qu'elle a fait ça. C'est qu'il dit, oh, il ne peut pas. Voilà un peu mieux. Au chocolat, je vais l'envoyer faire un stage en France, au canal du Midi, en Chine, au Grand Canal, au canal de Suez et au canal de Panama, pour qu'ils voient ses yeux et apprennent ce qu'est un canal et comment on fait un canal. Pour Zéphirin Diabré, les Burkinabés doivent cultiver désormais une nouvelle mentalité. Désormais au Burkina Faso, dire c'est impossible, là, ça, non, nous entendons ça. On essaye et on va. C'est une vraie philosophie. Parce que nous sommes un peuple qui doit essayer. Ceux qui, dans leur tête, disent qu'on ne peut pas là, ils ne vont pas se mettre de côté. Et que ceux qui disent qu'on essaie de voir là, qu'ils viennent combattre le droit du pays. C'est eux qu'on veut. Voilà. L'occasion faisant le larron, le candidat de l'UPC a battu en brèche l'idée de subdiviser la région de l'Est en 3. Je me demande à qui il a parlé et qui lui a soufflé cette idée. Moi, j'ai échangé avec les gens dans la région. Ce qui préoccupe les gens de l'Est là, ce n'est pas d'avoir 3 régions et 3 gouverneurs, mais ce qui les préoccupe, c'est d'abord qu'on les débarrasse du terrorisme dans leur zone. Les gens veulent des départements et des provinces. Il y a des dossiers empilés au MATDC depuis des années. Je prends l'engagement ici qu'après le 22 novembre, le pouvoir de l'UPC va examiner toutes ces demandes-là pour les donner satisfaction. Voilà. Les gens veulent ça, les gens demandent des gens, ils veulent des départements et des provinces. Avant de rejoindre la capitale du Centre-Sud, Zéphirin Diabré a fait dans la matinée une excursion en pays Gouroussi, notamment à Tiakane et Guiaro, dans la province du Naouri, où il a demandé aux populations de ces localités d'accorder leur suffrage aux candidats de l'UPC aux législatives.
L'opération de séduction de l'électorat se poursuit également au Congrès pour la démocratie et le progrès. Dans les prochains jours, Edi Kombego sera dans les villes de Fadangourma, Boulsa et Puitenga pour des meetings. Mais avant, le CDP était à Koudougou. Le développement des infrastructures routières et la réouverture de l'usine Fasofani sont les promesses de Edi Kombego pour les populations du Boulkemde s'il est élu au soir du 22 novembre 2020. Roméo Kuita. Edi Kombego dans le Boulkemde. À Koudougou, il a réuni ses militants à la place de la Nation pour son meeting. Dans son discours, le candidat du CDP est resté fidèle à sa stratégie, tirer à boulet rouge sur le pouvoir sortant. Le MPP n'aurait pas tenu ses promesses durant ses 5 années de gouvernance, selon Edi Kombego. Il en veut pour preuve la construction de l'usine de filature Fasofani. Ils ont pris l'engagement de relancer votre usine Fasofani. N'est-ce pas? Ils sont venus lancer ça en pompe. Est-ce que les machines ont démarré? Est-ce que ça a démarré? Ils sont à Ouaga, ils fument des cigares, ils boivent le champagne. Ils ont oublié le Boulkemde. Combien de fois le président Roch Patricia Kaboré a posé le pied au Boulkemde? Combien de fois depuis qu'il est élu? Est-il venu? Est-il venu? Il vous a oublié. Quelqu'un qui vous oublie, il faut l'oublier. Le candidat de l'ancien parti au pouvoir s'engage alors à rouvrir cette usine une fois élu. Il veut aussi mettre l'accent sur la construction des infrastructures routières. Nous allons désenclaver les quelques chefs-lieux de province qui n'ont pas encore de bitume. Notez-le, j'en prends l'engagement sur cette terre de Boulkemde. Je m'engage encore à au moins débuter un chantier dont les études avaient été commencées par le président Blaise Compaoré. C'est l'autoroute qui conduit de Ouagadougou à la frontière Côte d'Ivoire. Croyez-moi, je le ferai pour vous. Le développement des infrastructures, pour lui, c'est aussi le chemin de fer. À ce titre, Edi entend réorganiser le secteur ferroviaire. Je reprendrai et je renégocierai avec notre partenaire historique, pour que l'on reprenne les rails, pour les ramener à 1,43 d'écart, pour que nous puissions utiliser les trains à grande vitesse. Mais également, il est temps de vous le dire, que ces rails ne s'arrêteront plus à Ouagadougou, mais ils iront jusqu'à la frontière du Niger, en passant par Tambaou. Ça, je vous le promets. Présent à ce meeting, des cadres du parti comme Luc Adolphe Tiao, ancien Premier ministre, et Yaya Zoungrana, député et tête de liste aux législatives dans le Boulkemde, invitent les militants et ceux qui ont soif de changement à voter massivement le CDP le 22 novembre prochain. Vous le savez, depuis le début de la campagne électorale, les médias, qu'ils soient audiovisuels, en ligne ou presse écrite, vous font vivre l'ambiance des meetings et des rassemblements. Pour leur professionnalisme, le CSC, le Conseil supérieur de la communication, leur tire son chapeau. Face aux hommes de médias, hier, l'institution dirigée par Marcel Tankwano a dressé le bilan à mi-parcours du respect du pacte de bonne conduite signé avant le début de la campagne. Il ressort que les principes d'égal d'accès, de pluralisme et d'équilibre de l'information sont globalement respectés par les médias et les acteurs politiques. On en sait davantage avec Mamounata Kabouri. La télévision BF1 est en pole position dans le paysage des médias audiovisuels privés pour ce qui est de la couverture médiatique de la campagne électorale. La télévision qui a le plus ouvert ses antennes à la campagne est la télévision BF1. Ce média a couvert les activités de 20 acteurs politiques à travers un temps d'antenne de 17h06:40. La télévision 43 est celle qui a le moins relayé les informations sur la campagne. Au niveau des médias publics, l'on retiendra que la RTB Télé a couvert jusque-là les activités de campagne de 10 candidats à la présidentielle sur les 13 en lice en 15h37:06. En ce qui concerne les législatives, la RTB Télé a couvert les législatives, les activités donc relatives
de 65 acteurs politiques à travers un temps d'antenne de 54 heures 43 minutes 53 secondes. La radio nationale a accordé un temps d'antenne de 54 heures 57 minutes 43 secondes à 60 acteurs politiques. Pour ce qui est des radios privées, elles sont 63 engagées sur l'ensemble du territoire national, dont 9 à Ouagadougou qui ont ouvert leur zone à 47 acteurs politiques à travers un temps d'antenne de 79 heures 16 minutes 54 secondes. Excepté le journal Le Pays qui n'enregistre aucune page sur la campagne électorale, la presse écrite, publique comme privée, ainsi que la presse en ligne sont également présentes sur le terrain de la couverture médiatique de cette campagne et dans l'ensemble, le bilan est jugé positif au CSI. De façon globale, on peut dire que les principes d'égalité d'accès dans les médias publics, du pluralisme, l'équilibre de l'information dans tous les médias sont relativement bien respectés. Et cela est à mettre à l'actif des médias qui ont fait preuve de professionnalisme, mais aussi de toute la classe politique. Comme il fallait s'y attendre, l'ambiance de cette campagne électorale, dominée ces derniers jours par les expressions comme Hakuna Matata ou Kuna Shira, se sont invités aux échanges. Et là-dessus, voilà ce que pense le CSI. Ce n'est pas vraiment très grave, parce que ce sont des éléments qui alimentent la période de la campagne. Je trouve que c'est préférable à là où on allait être plutôt plus en train de s'envoyer des clashs, des éléments plus durs. Des manquements, il y en a eu, mais pas de nature à entacher le processus, a précisé le Conseil supérieur de la communication. Qu'à cela ne tienne, il convient de noter que le Conseil a également constaté un affichage anarchique dans toutes les villes du pays, regrettant aussi les affichettes de certains partis apposées sur les affiches des candidats d'autres partis, qui est de nature provocatrice. L'autorité de régulation des médias appelle les politiques à sensibiliser davantage leurs militants. La série de portraits des candidats à la présidentielle se poursuit sur nos antennes. Coup de projecteur aujourd'hui sur Tahirou Barry, le candidat du MCR, le Mouvement pour le changement et la renaissance. Cet ancien ministre de Roch Kaboré, qui a démissionné contre toute attente en 2017 pour dénoncer la gestion des affaires de l'État, veut changer les choses au Burkina Faso. Considéré comme le candidat de la jeunesse, Tahirou Barry veut apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Il entend miser sur l'éducation s'il est élu président du Faso. Portrait du candidat avec Roméo Kuita. J'en ai assez de voir le sacrifice de nos martyrs au prix de leur sang, trahis par des dirigeants en crise d'initiative. Ainsi, j'ai pris la décision de rendre ma démission de mes fonctions de ministre de la Culture. C'était le 26 octobre 2017. Dans une vidéo rendue publique sur la toile, Tahirou Barry, alors ministre de la Culture, annonçait sa démission après 22 mois passés au gouvernement Paul Kabatieba I. Il s'est dit déçu de la gestion des affaires de l'État. Une décision diversement appréciée, courageuse pour certains, ingrate pour d'autres. Ce fut alors le début de ses déboires avec le parent, parti au nom duquel il était au gouvernement. Une vingtaine d'années d'aventure venaient ainsi de prendre fin après tant de chemins parcourus. Tahirou Barry quitte le parent, mais préfère éviter le clash avec son mentor, Laurent Bado. Je suis disposé à continuer les échanges avec mon père pour toujours essayer de dissiper les malentendus qui n'ont pas leur raison d'être. Il le dit lui-même, il doit sa carrière politique à Laurent Bado. Tout débute en 1999, date de la création du parent, parti de la Renaissance nationale. Sympathisant au départ, Tahirou Barry crée la même année la cellule estudiantine du parti et en devient le secrétaire général. 3 ans plus tard, soit en octobre 2002, il intègre le bureau exécutif national du parent en qualité de secrétaire adjoint chargé des relations extérieures. Il sera titularisé dans le même poste en 2008 avant d'être élu président du parti le 1er juillet 2010. En 2015, il est désigné candidat du parent à la présidentielle. Contre toute attente, il arrive en 3e position sur un total de 14 candidats. À défaut du fauteuil présidentiel, il est élu député puis nommé ministre de la Culture suite à l'alliance entre le parent
et le MPP, le parti au pouvoir. Un nouveau challenge venait de se présenter. Avec sa fougue, le ministre de 43 ans voulait révolutionner le ministère de la Culture. On retiendra de son passage l'initiative des trésors du Faso, la réalisation de monuments en hommage aux personnalités historiques du pays à travers plusieurs villes de l'intérieur. Mais l'aventure tourne court. Après 2 ans, il claque la porte du gouvernement et crée le MCR, Mouvement pour le changement et la renaissance, le parti avec lequel il va de nouveau à la conquête du pouvoir d'État. Le capitaine de notre navire est fatigué, épuisé par tant d'années d'échecs et de preuves politiques. Tahirou Barry se considère comme le candidat de la jeunesse. Sa vision, reconstruire un État puissant qui repose sur les valeurs de solidarité, de justice et de cohésion sociale, gage d'une gouvernance vertueuse et d'un développement durable. Tahirou Barry, s'il est élu président, devra prendre en compte les préoccupations des habitants des zones non loties du Burkina Faso, accessibilité à l'eau, à un logement ou encore à un emploi. Les attentes sont nombreuses. Le prochain président aura donc du grain à moudre, n'est-ce pas, Archimède Boy? À Ouagadougou, les quartiers communément appelés non lotis sont aux couleurs de la campagne électorale. Dans les sièges de campagne des partis politiques de ces quartiers, les militants sont mobilisés pour faire élire leur candidat. Du non-loti de la zone 1 au non-loti de Tengandogo, les attentes des habitants sont nombreuses. L'eau potable, des logements décents, des infrastructures routières, autant d'équations que ces populations veulent voir résolues dans leur zone. Que les politiciens nous aident à avoir des parcelles de terre et de l'eau parce que nous souffrons beaucoup. Qu'ils arrangent aussi les routes parce qu'en saison pluvieuse, les routes sont impraticables. Nous voulons que les candidats prennent en compte nos besoins. Premièrement, qu'ils s'occupent des non-lotis afin que chaque Burkinabé ait son propre logement. L'autre préoccupation de la jeunesse des zones non loties reste la question du chômage. Sur ce point, ce jeune chômeur désespère car pour lui, à l'approche des échéances électorales, les hommes politiques promettent des emplois, mais ces promesses ne sont jamais tenues. Les politiciens viennent nous parler, nous les écoutons. Voyez-vous ici, il y a trop de jeunes au chômage. Ils nous promettent des emplois si nous votons pour eux, mais ils ne tiennent pas leurs promesses. Nous n'apprécions pas qu'ils viennent nous voir chaque 5 ans. Ils risquent de venir trouver que la moitié des jeunes du quartier est décédée. Nous, on voulait qu'ils fassent des petits projets pour nous, les autres là. Vous voyez, on est arrêté, on est jusqu'à 3 ou 4 jeunes. Bon, il n'y a rien comme emploi. Il y a d'autres qui ont des permis, il y a d'autres qui n'ont pas de permis. Il y a d'autres qui ont des petits boulots à faire, ils veulent des soutiens pour pouvoir avancer le pays. Autant de préoccupations que les candidats engagés dans la course au palais de Kosiam devraient prendre en compte dans leur projet de société pour le bonheur des habitants des zones non loties. La campagne électorale bat son plein au Burkina Faso. Les différents partis politiques se lancent des pics et valorisent leurs projets de société. Et dans le même temps, le SNAID, le syndicat national des agents des impôts et des domaines, tire à boulet rouge sur la gouvernance de Roch Kaboré. De la lutte sécuritaire et syndicale, en passant par la gestion de la Covid-19, le pouvoir MPP a échoué sur tous les plans. Plus de précisions avec Benjamin Kwame. C'est un 15e congrès ordinaire qui s'ouvre dans une ambiance assez décontractée, même si le sujet abordé est grave, la situation nationale. Et justement, sur la situation nationale, le SNAID, le syndicat national des agents des impôts et des domaines, fait un balayage de la gestion du pouvoir Kaboré. En dépit des acquis de l'insurrection populaire, à ce jour, aucune rupture n'a été constatée avec le régime Blaise Compaoré, se désole le SNAID. Au lieu de considérer la trahison des espoirs des insurgés et des attentes des populations, le pouvoir MPP justifie son échec sur bien des plans par des luttes
par des luttes syndicales au même titre que les attaques terroristes et la pandémie. Cette pandémie qui est venue prouver à ceux qui doutaient encore que nos centres de santé sont des mouroirs. De 2016 à nos jours, les attaques terroristes ont fait plus de 2000 personnes tuées, plus d'1 million de déplacés internes, des milliers d'établissements scolaires fermés. Pour le syndicat des impôts et des domaines, le gouvernement Kaboré devrait plutôt se pencher sur ce bilan peu reluisant au lieu de se précipiter pour les campagnes électorales. Ce sont des élections couplées de novembre 2020 qui préoccupent encore toute la classe politique bourgeoise. Pour ce faire, des moyens financiers colossaux sont mobilisés pour la campagne. Pendant que certaines populations sont confrontées à la famine, sans abri, sans sécurité, ce sont plus de 100 milliards qui sont mobilisés pour légitimer des personnes dont les effets catastrophiques des politiques qu'elles prônent sont connus d'avance. Et la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances de renchérir. Les masses populaires sont devenues subitement les biens-aimés de ces politiques en pleine d'aspiration. Les masses populaires doivent savoir que quel que soit le degré de sagesse d'un chat, il ne pourra s'empêcher de souper de la souris. Les populations ont donc intérêt à ouvrir l'œil et le bon. Des luttes unitaires, le SNAID dit en avoir tiré des acquis, mais le combat est loin d'être terminé. Le syndicat reste dans sa logique. Il exige la suppression de l'impôt unique sur les traitements et salaires sur les primes et indemnités. Dans ce contexte de campagne électorale, le SNAID ne manque pas de propositions dans son secteur d'activité, la fiscalité. Il propose une politique endogène. L'argent existe bien dans ces pays. Il suffit de mettre fin à l'exploitation sauvage de nos ressources naturelles, or, zinc, etc., par les firmes internationales d'une part, et d'autre part, la mise en œuvre des politiques endogènes efficaces en luttant fermement contre la fraude et la corruption. À l'ouverture du 15e congrès, le SNAID a encore une fois exigé l'arrêt des mesures portant atteinte au pouvoir d'achat et la réintégration sans condition des 3 agents du Minefid révoqués. Les Sotigui Awards, cette cérémonie de récompense des acteurs de cinéma de l'audiovisuel africain et de la diaspora, se tiendra demain 14 novembre à Ouagadougou. Mais avant, les promoteurs ont tenu un panel autour du thème « Culture de la paix », quelle contribution des femmes du cinéma et de l'audiovisuel. Justin Amantou. Coronavirus oblige, la 5e édition des Sotigui Awards, qui devait se tenir en France, va finalement se célébrer au pays des hommes intègres comme l'édition passée. Ce 12 novembre, c'est le début des activités de l'événement avec une table ronde autour du thème « Culture de la paix, quelle contribution des femmes du cinéma et de l'audiovisuel ». Il faut qu'elles s'assument, ça c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Nous avons parlé tout à l'heure que c'est vrai que les femmes cinéastes ont un point de vue, elles peuvent exprimer leur point de vue à travers cette caméra. Dans le cinéma et l'audiovisuel, on sait très bien que la femme, quand elle est présentée, c'est pour apaiser, c'est pour faire plaisir. Et donc, elle est toujours là, celle-là la même qui est là pour essayer d'arrondir les angles pour que les choses aillent bien dans la famille. Les panélistes n'ont pas hésité à développer leur point de vue sur le thème autour de cette table ronde, composée entre autres d'une enseignante-chercheur, d'une journaliste et des réalisatrices productrices. C'est vrai qu'on a démarré les activités de l'Académie des Sotigui par un panel où on a fait appel aux femmes. Je veux déjà dire aux uns et aux autres que Marem de la série Maîtresse d'un homme marié est déjà présente à Ouagadougou. À partir de ce soir, on commence à voir les arrivées de la Namibie, du Gabon, de la France, de l'île Maurice et de l'Égypte qui viendront au fur et à mesure. L'édition 2020 des Sotigui Awards va se tenir ce samedi 14 novembre à Canal Olympia Ouaga 2000. Cette année, les nominés Sotigui d'or sont au nombre de 21 et les Sotigui du public africain, 27. L'événement prime les acteurs et actrices du cinéma, de l'audiovisuel africain et de sa diaspora. Les nominés des Sotigui Awards édition de 2020 sont déjà connus. Les acteurs du film présidentiel 2025 devront donc attendre 2021 pour espérer peut-être un trophée. Présidentiel 2025, ce film de Yacouba Napo qui parle de la gestion du pouvoir dans les pays africains a été projeté pour la première fois au Ciné Neroya en présence de Justin Amantou. Le film est d'actualité, présidentiel 2025. Un film fiction qui parle de politique.
Dans le film, des scènes d'insurrection, abus du pouvoir et d'autres mots de la malgouvernance dans les pays africains. La grande première du film est marquée par la présence de l'homme politique Tahirou Barry, candidat à la présidentielle de 2020. Ce long métrage, de plus d'1h40, est réalisé par Yacouba Napon, un jeune réalisateur burkinabé. Il est entouré d'une équipe d'étudiants dynamiques. Dans ce film, on voulait ressortir tous les problèmes que nous, les Africains, dans tous les pays africains, on retrouve. Et vous avez regardé le film, vous avez vu, on a tout dit là-bas pour que les populations votent utile. Parce que chaque fois, les gens se plaignent, mais voici l'occasion, il faut venir voir le film pour prendre des enseignements. Je suis même du parti au pouvoir. Donc je suis venu vous demander votre accompagnement et surtout votre bénédiction pour les élections à venir. Nous disons, face, plus rien n'est comme avant. Nous votons des programmes politiques. Ce n'est plus des individus. Il faut que maintenant on dise ce qu'on pense. Nous sommes un pays démocrate, donc les Burkinabés en particulier, ils ont fait leur démocratie et je suis content qu'aujourd'hui, tout le monde, vous voyez, il y a tant de partis politiques. Donc nous aussi, réalisateurs, on doit regarder dans les sillons, ne pas qu'on nous catalyse seulement qu'on fait que des films d'amour. On va faire les films politiques pour dire qu'on peut faire, c'est parce qu'on ne nous donne pas les moyens. Ce qui est important, c'est que le film se termine, s'achève par des enseignements forts. C'est les vertus de l'engagement citoyen, de la prise en main de la destinée par tous ceux qui se sentent quelque part trahis, par la nécessité de se fonder sur les programmes politiques et non pas sur les moyens qui sont présentés par les candidats, de la nécessité d'aller au-delà de l'appartenance régionaliste, de l'appartenance à un village. Et je pense que c'est ce que nous devons retenir comme enseignement principal dans ce film d'une grande qualité réalisé par M6Z. À travers ce film, beaucoup auront désormais une idée de quelques zones d'ombre du monde politique africain, selon un des acteurs principaux du film. Ce que je comprends, il ne faut pas se jeter dans la politique pour se jeter. Il faut savoir qu'est-ce que je veux exactement. Alors, si peut-être ce que je vais aller chercher est à ma portée, que je parte. Si ce n'est pas à ma portée, ou bien si ça va créer d'autres situations qui entravent au développement du pays, c'est mieux de ne pas y aller. L'engagement est pris par le réalisateur. À l'approche de chaque échéance électorale, il fera un film pour sensibiliser aussi bien les hommes politiques que les populations. Sport football pour terminer, les étalons du Burkina s'imposent 3-1 face aux Flammes du Malawi. Hier au stade du 4 août, l'équipe burkinabé a pris le dessus sur le Malawi au match comptant pour la 3e journée dans le groupe 3. Cette victoire des étalons les rapproche de la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Le Burkina Faso, co-leader dans son groupe avec l'Ouganda. Franck Lassina Traoré et Brian Dabo sont les buteurs burkinabés de ce match joué à huis clos à cause de la Covid-19. Luc Patbelgen. Les étalons font un pas vers la qualification Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 en étriant les Flammes du Malawi 3-1 pour leur 3e sortie dans le groupe 3. Un doublé de Franck Lassina Traoré plus un pénalty transformé de Brian Kevin Dabo ont suffi au bonheur du 11 national. Consigne de la CAF oblige, c'est dans un stade du 4 août vide que les étalons vont évoluer. Une absence du public qui ne crispe pas le Burkina Faso. 2 minutes à peine après le coup d'envoi, Abdourazak Traoré presse, combine avec Cyril Bayala qui trouve Franck Lassina Traoré dans un trou de souris. Le joueur du mois d'octobre du championnat néerlandais avec son club l'Ajax d'Amsterdam démontre sa forme du moment. Il est tout près du doublé 5 minutes après sur une passe de Brian Dabo, mais son gauche s'envole. Mais ce n'est que partie remise. Une des satisfactions du soir, Issa Kaboré presse sur le côté et fonce. Son centre est coupé court par Franck Lassina Traoré à la 27e minute. Doublé du colosse burkinabé. À 2-0, les étalons relâchent un peu et s'exposent à des incursions malawites. Mais Baba Youre Aboubakar Sawadogo était également dans un grand soir.
De retour de la pause, 1-1-2 à la 62e minute entre Franck Lassina et Cyril Bayala prend à défaut la défense malawite. Cyril est bousculé et pénalty pour les étalons. Franck Lassina Traoré a l'occasion d'inscrire un triplé et rejoindre le seul étalon qu'il a fait au stade du 4 août, Alain Traoré. Mais non, Franck est plus à l'aise dans un autre domaine. 2-0 toujours et un standing ovation pour Franck Lassina à sa sortie. Le Malawi, qui était loin d'être ridicule, déroule son jeu et oblige Adama Guira à manier la balle dans sa propre surface sur un de ses nombreux centres à la 80e minute. Le nouvel entrant des Rouges, Gérald Junior Firi, prend à contre-pied Baba Youre pour la réduction du score 2-1. Les étalons commencent à regretter quelques occasions franches comme ce face-à-face de Cyril Bayala. Regret de courte durée puisque un des 3 Mohamed de l'équipe, Mohamed Konaté, se fait sécher à la 89e minute. Brian Dabo se charge de la transformation. 3-1 pour les étalons, score final. Comme la prestation de toute l'équipe, c'était un gros match. On était conscient de l'enjeu du match et on a voulu commencer bien et par la gloire de Dieu, on a réussi à entamer bien ce match. Le match crucial pour la qualification, je pense qu'on doit laisser ce match derrière nous. On doit jubiler après. Je pense dès demain, on doit être concentré sur le prochain match. Et avant de jouer ce match, nous savions déjà que l'Ouganda avait gagné son match. Donc pour nous, il fallait coûte que coûte recoller. Alors donc comme c'est à domicile, nous avons mis en tout cas les moyens, les ingrédients nécessaires, en tout cas pour prendre ces 3 points. Alors c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Cette victoire des étalons les met à 4 points de l'adversaire du jour, le Malawi, et à égalité de points avec l'Ouganda qui totalise 7 points plus 3 comme le Burkina Faso. Le déplacement du Malawi pour le match retour le 16 novembre s'apparente à une finale puisqu'une victoire des étalons qualifiera pour de bon le Burkina Faso à la CAN 2022 au Cameroun. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur notre chaîne. À demain.